Cassandra et Simon font leur grand retour, notamment chez Samzira, qui lui d'ailleurs donne plein d'interviews sur la télé-réalité. Rim Renom a été condamné puis a fait annuler son jugement et maintenant un nouveau est en cours. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que cette émission, elle est chargée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. À l'intérieur de la vidéo du jour, vous allez voir qu'on est sur plusieurs choses qui risquent de vous décoiffer, raison pour laquelle je me suis fait un brushing. Vous avez capté le jeu de mots ou pas du tout? Pour l'occasion, je me suis même fait mon meilleur match à glacer parce que croyez-moi, je vais avoir besoin de force. Je vous retrouve dans un instant pour la mise au point. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Bienvenue sur Mix the Tea et merci de me suivre chaque semaine. Alors les amis, dans la mise au point aujourd'hui, j'ai quelques petites bricoles finalement à vous dire. Premièrement, l'émission risque d'être à peine plus courte que celle que vous avez vue jusqu'ici. Je pense qu'on va être sur 1h05, 1h10 d'émission, étant donné que j'ai pas énormément de magnétos cette semaine. Il y avait beaucoup de magnétos répétitifs, il y avait des magnétos que j'avais pas forcément envie de mettre à l'intérieur de l'émission, et je me suis dit que le plus important c'était quand même de voir ma magnifique chevelure. Donc voilà, émission courte mais très belle. Deuxième chose, si je m'emmène un petit peu les pinceaux, c'est parce que j'ai un début de maladie, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une immense migraine, je me sens pas du tout bien aujourd'hui. Cependant, c'est le jour du tournage MTT, donc je prends mon mal en patience et je fais en sorte de vous pondre la meilleure émission que possible. Et oui, j'ai dit pondre, car j'estime être une poule. En parlant de confusion, je vois aussi tous vos commentaires à chaque fois qui me disent « Mais Rudy, t'as confondu Simon et Simon, t'as confondu Adixia et Cassandra ». Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment un méli-mélo avec ces deux couples. Et à chaque fois que je parle d'Adixia et de Simon Ferro, je finis par foutre une photo de Adixia et Simon Castaldi. Et quand je parle de Simon Castaldi et Cassandra, je finis par foutre une photo de Adixia à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, mes images sont dans des dossiers qui correspondent, etc. Mais à chaque fois, je me mélange les pinceaux. Je suis en train de créer un polycouple sans faire exprès. Du coup, c'est plus vraiment un couple, un polycouple. Bref, je me tais. Dernier petit point, il me semble, si j'ai bien suivi vos commentaires et si j'ai bien suivi l'actualité française, qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui êtes en vacances. Donc, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Si jamais vous arrivez à profiter, tant mieux, n'hésitez pas à mettre beaucoup de SPF sur votre peau pour ne pas finir fripé. Je rigole, c'est de l'humour. Mais voilà, profitez de vos vacances, essayez de vous reposer un petit peu. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup d'examens qui vont arriver, donc n'hésitez pas à toujours rester connecté à vos cours, etc. Et si jamais vous avez envie de pas blablater, c'était même dur à dire ça va être long cette émission. N'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, il est en barre d'infos, vous pouvez parler avec toute la communauté. Si vous avez besoin de conseils, juste de discuter ou peu importe, nous sommes là pour ça. Tout ceci étant dit, comme chaque semaine également, petit appel au like. N'oubliez pas de liker MTT et de le commenter. Ça aide énormément à le faire développer. La semaine dernière, c'était pas mal, honnêtement. Au niveau des likes et des commentaires, vous avez été à fond. Il y a plein de gens qui ont dit plein de choses. J'ai en plus malheureusement pas encore pris le temps de pouvoir répondre à chacun d'entre vous et aux réponses. Tellement il y en a eu. Donc n'hésitez pas à continuer. Moi, ça me fait plaisir. Et YouTube aussi est content. Nous sommes tous ravis. La semaine dernière, on a eu 1200 likes pour MTT. Donc n'hésitez pas à essayer de pousser à 1300 cette semaine, et si jamais vous voulez vraiment aider, vous pouvez partager l'émission directement sur vos comptes Instagram en me taguant. Vous savez que je vous regarde. D'ailleurs, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a regardé qui était sur sa terrasse. J'étais là en mode oh my god, chill life. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours pas fait. Et nous, sans plus tarder, on va rentrer dans cette nouvelle émission. Mais avant ça, le sommaire. Au sommaire de cette émission, beaucoup de revenants. Premièrement, nous parlerons de Julien Bert qui apparemment serait de retour dans la Villa 10. Bastos a fait quelques révélations. Dans le top actu, Simon Castaldi est chez Samzira. Anthony Alcaraz nous donne un update. Julie Ritchie fait vœu de chasteté. Neouda a une garde exclusive et Ayem Nour serait en couple. Mon avis sûr cette semaine parlera de la finale des apprentis. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je ne voulais pas spoil, mais cette semaine on en parle. Au cœur actu, pas mal de petites choses également. Marois porte plainte, Mila parle de sa perte de poids, Samzira donne plusieurs interviews, Carla et Brian prennent la parole, Liam Di Benedetto donne des nouvelles, Simon et Adixia sont réconciliés et Maeva s'est remise avec un homme. Non pas un gros dossier cette semaine, mais bel et bien deux. Nous faisons le point sur The Powers saison 2 et évidemment la condamnation de Rim. On fait également tout un dossier dessus. Une émission très rock'n'roll, d'où ma coupe de cheveux, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, let's go!
Pour les stories de la semaine, les amis, je commence avec Bastos qui a eu un petit appel téléphonique avec notre cher Ilan Castronovo en direct sur un live Twitch. Et à l'intérieur, Ilan nous donne une information des plus importantes. Julien Bert aurait été au casting de la Villa 10. C'est évidemment quelque chose qui a remué Internet parce que la dernière fois qu'on a entendu parler de Julien Bert, c'était par toutes les révélations de Ilona. Et le voir dans une émission comme la Villa 10, on peut se poser pas mal de questions. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? J'ai la réponse, mais d'abord écoutez. Il a refusé le combat. Apparemment, il fait la villa. Mais non. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Il a dit, je pars en tournage à Bali. Et à Bali, il n'y a que la villa qui va être là. Mais non, mais entre deux... Ah frérot, je fais un scandale. Je dis la vérité, c'est lui, il part en tournage. Avant d'aller en prison? Alors que mon clavier, et moi, on me rappelle pas? Non, j'arrête. Oh là là, l'info de malade. Ah mais là, la villa, on va boycotter de fou. Bah, faut le dire, vous prenez un mec qui était condamné, même s'il a fait appel. Qui a fait appel et son prochain procès va arriver. Mais c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Condamné, je te jure, bah, soit il ment à Guillaume Pétier, mais je vois pas pourquoi il mentirait. Ouais, non, il mentirait pas. Oh là 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 là. Mais là, on va faire un scandale. On va faire un énorme bordel. Évidemment, si je vous en parle ici avec un petit sourire en coin, c'est que c'est faux. Aquababe a démenti tout ça un petit peu plus tard parce qu'au moment du live, d'après ce que vous m'avez dit, notamment sur Twitch, Bastos aurait demandé à Aquababe et Aquababe n'avait pas eu de confirmation à ce moment, mais il l'a eu plus tard et selon le producteur de la Villa des Cœurs Brisés 10, Julien Bert ne serait absolument pas au casting. Cependant, ça m'ouvre quand même un débat. Est-ce que vous auriez pu boycotter l'émission si jamais Julien Bert était dans les grandes têtes? Parce que personnellement, oui, je n'aurais pas du tout aimé voir Julien Bert dans la villa. Déjà qu'apparemment, il y a Marois qui est de retour. Franchement, ça me donne pas envie de regarder. Mais en plus, si on a Julien Bert qui aurait été là et qui, je sais pas, moi, aurait fait absolument n'importe quoi et aurait essayé de se faire passer pour la victime du coin, ça aurait été quand même assez compliqué, je trouve. Vous me donnerez votre avis, mais c'est vrai que quand on a vu ça sur Twitch, je me suis dit, oh my god, comment ça, il peut venir là? Et c'est pour ça que je l'ai remis ici parce que je voulais l'avis un petit peu plus général de ma communauté sur YouTube. Deuxième story de la semaine, mais vous l'avez vu la semaine dernière, il pourrait également y en avoir en voix off. Cependant, je voulais vous faire une petite FAQ de Aquababe parce que vous le savez, il partage souvent des questions-réponses dans son compte Instagram et je prends à chaque fois des slides que je trouve être intéressantes à mettre directement dans mon émission. Et ici, ça a été le cas. J'ai quelques petits slides pour vous. C'est parti. Première question, Marois et toi, ça va mieux? Aquababe dit, chacun fait sa vie de son côté, communication rompue, amitié terminée. Mais tranquille, c'est la vie, avec un emoji comme ça et un emoji cœur pansement. Il a dit en dessous beaucoup d'argent. Umbrella. Ah non, c'est une musique ça, pardon. Ce que je comprends ici, c'est que du coup, les deux n'ont pas du tout eu de communication. Mais vous allez voir qu'on parle de Marois dans un instant. Je crois que c'est dans le Cœur Actu. On parlera du fait qu'elle a porté plainte contre Aquababe. J'ai pas mal de petites choses à vous dire là-dessus. Aquababe est visée par 5 plaintes. Et Marois a parlé de plein de petites choses. On en parle dans un instant. Deuxième question. C'est vrai que dans The Power, il y a eu tromperie d'une personne en couple. Et Aquababe dit, waouh, dinguerie, qui a évoqué le sujet? Avec un emoji qui rigole et des yeux. Donc apparemment, il y aurait eu tromperie. Et c'est vrai que Aquababe avait laissé sous-entendre qu'il y aurait pu avoir tromperie dans The Power par rapport à un couple qui était en couple à ce moment-là. Je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble que ça pouvait potentiellement toucher Vincent Queijo. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Dites-moi si vous avez des infos. Troisième question. Hello, tu as vu la condamnation à 1 an ferme de Rime? J'adore parce que du coup, on fait un petit peu des snacks de ce qu'on va discuter tout à l'heure. Il dit, j'ai vu, elle est accusée d'avoir promu illégalement une esthéticienne pratiquant des injections d'acide hyaluronique sans mentionner la dangerosité et l'intention commerciale de ses publications. AKA, la DGCCRF l'avait mal. Prochaine question, un sujet dont je parle surtout dans Spill the Tea le lundi, parce que c'est vrai que tous les lundis, il y a des nouveautés par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller vous référer à la vidéo de lundi. Julie et Jordan, donc Julie Bertin et Jordan Deschty. Aquababe dit, j'ai tenté de joindre Jordan, il ne souhaite pas s'exprimer sur ça, mais je vais vous sortir le thé bientôt. Et si vous avez suivi la vidéo de lundi, vous savez qu'apparemment, il y a des choses assez cocasses qui auraient pu se passer, voire violentes, donc on en reparlera. Et enfin, dernière question, qui franchement est quand même sympa. Maïsan et Emin dans la villa, ça va? Et il a dit pour l'instant, super. Maïsan et Emin sont donc dans la Villa des Cœurs Brisés, d'après ce que je comprends, ou alors ils sont dans une autre villa, je sais pas, mais s'ils sont au casting, oh my god. En tous les cas, voilà pour ça, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier la FAQ de Aquababe, donc je vous mets des choses que je trouve
trouve être intéressante par rapport à MTT à l'intérieur, mais n'hésitez pas à aller suivre son compte pour plus de scoop. Aquababe a donné une nouvelle story que je voulais rajouter dans cette story de la semaine. En effet, il parle de la villa des cœurs brisés et selon ce qu'il dit, une source présente sur place lui aurait confié que Gabriel et Marois sont en total désaccord et qu'entre deux, c'est la guerre. Ils se regardent de travers et ces tensions, si se confirment, pourraient bien créer une nouvelle dynamique pour cette émission. Cependant, je vous avoue que je suis un peu dégoûté de savoir qu'on aura Rebelote, Marois et Gabriel. Eh mais Chippy, écoutez-moi bien, dinguerie, c'est pas là, je viens de recevoir un appel à l'instant T, right now, genre le right now tout de suite, en direct du tournage, on m'a dit que entre Gabriel et Marois c'était la guerre. Voilà, moi je vous le dis, c'est la guerre, la vraie guérilla, donc ça se parle ça se regarde de travers et tout. Donc je vous tiens au courant, en tout cas Champagne à gogo, c'est jusqu'à Bali, moi je vous le dis. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, nous allons passer au top actu. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, il est assez chargé, donc j'espère que vous êtes ready. C'est parti, jingle, le top actu, c'est maintenant sur Mix the Tea. Je commence ce fameux top actu avec l'interview qui a fait tant parler cette semaine, l'interview de Simon Castaldi chez Samzira. On l'a vu un petit peu plus en détail avec plein de magnétos et plein de choses vraiment détaillées ce vendredi ou ce jeudi, je ne sais pas encore quand je vais sortir la vidéo, mais je vous ai préparé une vidéo qui revient sur toutes les révélations de Simon sur son couple avec Cassandra et ici je voulais quand même vous faire un détail, une actu un peu plus générale par rapport à toute l'interview. Donc c'est parti. Vous le savez si vous suivez un petit peu l'actualité télé, hein, Simon Castaldi, depuis quelques temps, il fait l'objet de nombreuses remarques concernant ses changements, notamment dans son apparence physique, dans son couple, dans plein de choses. Et justement, chez Samzira, eh bien, il s'est exprimé sur pas mal de petits points, notamment sa transformation physique, parce que beaucoup en parlent. Avant d'aller plus loin, qu'on apprécie ou non Simon Castaldi, personne, et je dis bien personne, n'a à parler du physique d'une autre personne pour critiquer, dire que cette personne est trop maigre, est trop grosse, est trop ceci, est trop cela. Ça ne se fait pas et ça ne se dit pas. Aujourd'hui, Simon Castaldi, il a 24 ans et il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des remarques au niveau de ses kilos en plus. Et au cours de son entretien avec Samzira, Sam lui lance la remarque avec un peu d'humour. Il dit « Remarque, le jour où tu auras besoin de faire un régime, ton père pourra te mettre sur Comme j'aime », en référence au programme Minceur qui est largement médiatisé avec Benjamin Castaldi. Et il ne s'est pas vexé. Simon, en fait, il a réagi avec honnêteté. Il a dit d'ailleurs, j'ai grossi, j'ai pris 8 kilos. C'est une déclaration qui montre qu'il est assumé, qu'il n'y a aucune gêne par rapport à ça et tant mieux. Et ça a évidemment ouvert la porte à des confidences beaucoup plus personnelles. Mais avant ça, je sais que beaucoup n'apprécient pas Simon Castaldi. Moi le premier, je crois, même si je le connais pas, mais il est vrai que je trouve qu'avoir un détachement par rapport au fait de dire ouais écoute j'ai grossi, j'ai pris 8 kilos, qu'est-ce qu'il y a, je trouve que ça peut être bien et que ça peut vraiment dédramatiser la situation et aussi les moqueries que d'autres personnes peuvent recevoir parce que celles-ci sont jugées, je mets des guillemets sur mes écoutes en podcast parce que MTT est de retour en podcast, hein, ça fait quelques semaines, si les personnes sont jugées trop grosses ou trop maigres. Il a donc expliqué les raisons de cette transformation. En fait, il ne parle pas du tout de troubles particuliers ou d'excès à contrôler. Il a dit qu'il s'est juste laissé aller, notamment en raison de son rythme de vie qui est plus détendu et de ses nouvelles habitudes. Il dit « je ne fais plus trop de sport », tout simplement. Il dit qu'il a toujours été par nature quelqu'un d'assez mince, avec un métabolisme rapide, et donc ça lui permettait de manger jusqu'à présent sans avoir des conséquences apparentes. Mais le temps change un peu, ce qui est normal parce qu'il est en train de grandir, vieillir, mûrir. Il dit « j'ai toujours été celui qui mangeait le plus dans la famille sans jamais grossir, j'étais naturellement faim, mais là je suis monté à 85 kg, je mesure 1m84, donc ce n'est pas catastrophique, mais c'est nouveau pour moi. Quand je me suis pesé il y a peu de temps que j'ai vu ce chiffre sur la balance, j'ai eu un petit moment de doute en mode ok. Il a aussi évoqué une autre raison de cette prise de poids qui est plus affective cette fois. Il a expliqué que cette phase coïncide évidemment avec une période où il se sent mieux dans sa vie sentimentale, que sa relation avec Cassandra, elle a connu des hauts et des bas, hein, et qu'ils étaient souvent malheureusement en proie à des ruptures suivies de réconciliation et patati et patata. Et là, par rapport à ça, il dit que ça peut jouer en disant que vu qu'il est bien dans son couple, contrairement à ce qu'on peut dire, eh bien il est heureux, il profite, il se détend. Et lui, il dit que c'est un bon vivant, qu'il aime la nourriture, qu'il aime le bon vin et la bière. Donc évidemment, ça n'aide pas, je pense. On est sur un mélange de plaisir de vivre, de confort affectif, d'abandon temporaire d'activité physique, qui donc explique le changement corporel de Simon Castaldi. Mais on voit quand même pas mal de commentaires qui sont très moqueurs et qui disent que il prend
prend du poids, qu'il prend des kilos en plus. J'ai vu un commentaire, je ne sais plus sur quel réseau, absolument horrible, qui disait que Simon suivait le même chemin que Nico. Je trouve quand même que c'est très déplacé, que c'est très méchant. Il est juste à un moment de sa vie où il apprend à jongler entre plaisir de la vie et potentiellement aussi un peu de recul par rapport à plein de situations. Mais cette prise de poids, comme d'autres prises de poids d'ailleurs, et même d'autres pertes de poids, ce ne sont pas des drames et ça semble être juste pour Simon le reflet d'une période de vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus ancrée dans le moment présent et loin du stress et des angoisses qu'il a pu connaître. Dans tous les cas, j'ai personnellement beaucoup apprécié ses paroles décomplexées là-dessus. Comme je vous l'ai dit, on parlait vraiment de Cassandra ce vendredi. Il y a juste un magnéto que je n'ai pas mis dans ma vidéo de vendredi que je vais vous mettre ici. Il revient enfin sur la fameuse tromperie avec Carla Talon. Et t'as assumé par la suite qu'il s'était passé quelque chose avec Carla, l'île de la tentation? Non, j'ai jamais dit que non. Alors, passer quelque chose, c'est s'il y a eu bisous ou rapport. C'est pas le cas. Donc, on va clore vite le sujet parce que j'ai pas du tout envie d'en parler. Il y a eu petit rapprochement, mais c'était minime. Lisa Marie, en fait, n'avait jamais clairement dit qu'il y avait eu infidélité, mais même le fait d'en parler, de reparler de ça pour essayer, tu vois, en fait, c'était ça, mais c'était pas que ça, hein. C'était plein de trucs contre Cassandra, c'est plein de petites choses qui me font rire, c'est pas que le sujet là, c'est plein de choses, c'est tous les soirs un pic, et elle est hystérique, et elle est machin, et en fait, c'est tout, c'est pas que ce truc-là, c'est un enchaînement de jours où il arrêtait pas de dire tout et n'importe quoi. Mais Simon, comment tu peux avoir un rapprochement avec une autre nana dans une télé-réalité alors que tu es en couple avec Cassandra? C'est une vraie question. Alors à ce moment-là, je n'étais pas en couple avec Cassandra. En fait, quand on rentre dans les 50 saison 3, on n'est pas en couple. On se voit. Mais elle me disait, pour l'instant, on n'est pas en couple, je suis pas sûr, etc. Donc, mais même, j'aurais pas dû le faire. Vous fréquentiez? On serait, oui, voilà, c'est ça. Même plus que ça. Et je l'aimais déjà. Vous fréquentiez, vous certainement. Oui, mais je l'ai pas trompé, donc j'aurais pas dû. Maintenant, après, on s'est rapprochés, un soir, on a parlé, etc. Mais il n'y a rien eu de concret. Donc, comme il n'y a rien eu de concret, pour moi, c'était rien. Et encore une fois, Carla, elle l'a dit, fin d'histoire, tu vois. Parce que, pardon, mais une tromperie, c'est pas qu'une pénétration. Non, bien sûr. C'est pas qu'une fellation, c'est pas qu'un échange de bisous. Oui, mais c'est pas une tromperie. Mais même ce qu'il y a eu, ce n'est pas une tromperie. Alors, comment tu qualifierais ce rapprochement? C'est un rapprochement où, genre, on a parlé, le temps d'un soir où on a parlé, on a discuté, mais il y avait tout le monde dans la chambre. Donc, moi, ça me fait... c'est rien. Mais alors, ça voudrait dire, dans ce cas, qu'elle aurait extrapolé, Lisa Marie? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Elle a extrapolé. Dans totalement. quel but? Je sais pas, tu sais, il y a plein de choses qui sont dites comme ça, de ce genre de personnes. Moi, je parlerai non plus pas d'elle parce que j'en pense rien. Moi, tu sais, il y a plein de choses qui ont été dites en interne. Je suis pas là pour cibler qui que ce soit. Oui, mais si c'est faux, ça doit révolter quand même. Mais c'est pour ça que je me suis révolté. C'est pour ça que je suis allé en bas de chez lui. Parce que ne parle pas de moi. Parle de ta vie, parle de trucs. Mais pourquoi parler des gens déjà, le fait de parler des gens, je comprends pas. Alors, Bastos, c'est devenu un peu son gagne-pain, entre guillemets. Enfin, c'est son travail, on va dire, d'être blogueur. Ok, mais Lisa Marie, tu vois, quel est son but? Pour essayer de faire mousser? Enfin, moi, je parle pas des gens, tu vois. Je fais pas des déclarations sur les gens alors que je sais plein de choses. Tu vois, c'est même sur elle, je pourrais parler, mais moi, je fais pas ça, je parle pas des gens. Je parle de ma vie, je réponds à quand genre on me pique, mais moi, ma vie, c'est pas parler des gens. Et si jamais vous voulez pas aller voir la vidéo de vendredi, en gros, ce qu'il explique par rapport à Cassandra, c'est que effectivement, devait y avoir un mariage en Laponie, mais que celui-ci a été repoussé, et tant mieux. Il explique aussi tout par rapport à la grosse rupture qu'il y a eu, au fait qu'aujourd'hui, ils se sont remis ensemble, mais bon, que c'est pas tout beau tout rose, que Cassandra n'a absolument aucune confiance en lui, qu'il n'a plus le droit de sortir en boîte tout seul, qu'il est prêt à lui montrer tous les efforts du monde. Bref, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo de vendredi. Sur un autre registre, je vous parle de Caroline Receveur. Vous le savez certainement, à l'âge de 35 ans, cette influenceuse a traversé une épreuve qui a bouleversé sa vie. Elle a été atteinte d'un cancer du sein agressif et elle a fait face à un très long combat médical qu'elle a choisi de partager en ligne. On en a d'ailleurs énormément parlé l'année dernière. Et après des mois de traitement lourd et une opération, Caroline a annoncé sa rémission. Mais le parcours n'est pas encore terminé parce qu'elle suit un protocole d'hormonothérapie pour prévenir une éventuelle récidive. Caroline est officiellement en rémission, mais elle n'a jamais caché que son parcours médical est loin d'être fini. Le 25 février dernier, rappelez-vous, j'en ai parlé, elle partageait un cliché montrant une grosse aiguille sur le point d'être insérée dans son ventre, soulignant qu'elle a encore des
des injections qui sont désormais une routine pour elle. Elle disait dans sa légende, je cite, « Je reçois cette injection tous les 3 mois depuis le début de mes traitements pour bloquer ma production d'œstrogène par les ovaires, donc ménopause induite. Elle fait partie de mon protocole d'hormonothérapie. » Mais si je vous en reparle ici, c'est parce que le 6 avril dernier, Caroline, elle a fait une interview assez émotive et elle a pris la parole pour évoquer son état d'esprit après toute cette épreuve. Elle dit qu'elle ne peut pas avoir passé 15 ans de sa vie comme ça, sans avoir repris son souffle, sans aucune conséquence. Et elle dit, je cite, « Je me suis créé mon cancer ». Elle explique qu'elle a pris le recul aujourd'hui pour prendre soin d'elle, son mental et sa guérison. Mais ce sont des mots qui sont quand même très forts et qui démontrent que le style de vie qu'elle avait aurait pu effectivement lui déclencher cette maladie. Elle parle aussi de tous les messages d'abonnés qu'elle a reçus pendant cette période, que ça lui a redonné foi en l'humanité, qu'il y en a qui lui ont envoyé des choses comme « je vais prier pour toi, je vais tout faire pour te donner de la force » et c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné auprès de Caroline. Elle est aujourd'hui sur un chemin de guérison, mais elle sait que c'est une route qui reste semée d'embûches parce que son combat, il n'est pas seulement physique, il est aussi mental et elle a choisi de partager tout ça en ligne pour aider, je pense, et aussi dédramatiser la maladie qui aujourd'hui peut être combattue, qui peut être combat, bref, qui peut se faire combattre. Et je pense que c'est très intéressant de voir ça, sachant que vous me connaissez, je suis le premier qui a énormément de mal avec tout ce qui touche aux maladies, au corps humain, etc. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai, je vais en parler parce que ce qu'elle dit dans cette interview, c'est très fort. Et je vous laisse avec un teaser. Bravo, Caroline. Pas avoir passé 15 ans de ta vie comme ça et pas avoir repris ton souffle et te dire, c'est bizarre. Non, je me suis créé mon cancer. Caroline, vous êtes l'une des plus grandes influenceuses françaises, vous êtes suivie par près de 6 millions d'abonnés, rien que sur Insta, je ne montre pas les chiffres. La jeune femme a posté une vidéo très touchante hier sur ses réseaux sociaux. À l'époque, le cancer c'est mort quoi, c'est chimio, c'est tout ce qui est autour de la mort, c'est coupé au-dessus de la tête, c'est l'enfer quoi. Quand j'ai réalisé que j'étais vraiment fatiguée, que je m'y retrouvais plus, en fait, que j'étais dans une course sans fin, et quand j'ai réalisé que je savais plus après quoi je courais, c'est là où j'ai dit, en fait, arrête, quoi. Pour la première fois de ma vie, j'ai lâché les armes et j'ai dit, ok. Je lâche. Ouais, et c'est pas maintenant que je vais me battre. La seule chose que je vais faire, c'est prendre soin de moi, de mon mental, et je vais guérir. Quand t'écris, ce qui est fou, c'est impressionnant, quoi. La vague de personnes qui t'écrivent. En fait, ça m'a redonné foi en l'humanité. Je me suis dit, waouh. Tu sais, des gens qui te disent je vais prier pour toi, enfin, tu vois, ça m'émeut à chaque fois. C'était genre, je faisais partie de la vie des gens. C'est comme si t'étais leur sœur. Ouais, j'ai vraiment ressenti ça. Et ça m'a porté. Ouais, ça m'a donné de la force. Petit update concernant Anthony Alcaraz, cet ancien candidat de télé qui a récemment été sous les feux des projecteurs. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Le 29 mars, il a été arrêté à la gare de Lyon à Paris, accusé de vol. C'est une scène qui a été filmée et diffusée et qui a suscité un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit Anthony entouré de plusieurs policiers lors de l'interpellation et donc il y a eu énormément de réactions choquées sur les réseaux sociaux. Je vous ai montré la vidéo la semaine dernière, je vous laisse un petit glimpse ici. Ah ouais, c'est chaud sur Paname. La télé-réalité, ça change. Regarde, ça se fait interpeller, police et tout. Son poteau, il est là, il a volé des gens. C'est quoi cette vie de fou, frère? La vidéo, elle a été partagée par le blogueur Aquababe, évidemment, et on a eu énormément de commentaires à son sujet. Ça a enflammé notamment Twitter. Nous avons eu pas mal de remarques qui étaient dans la moquerie. On a aussi pas mal de choses incriminantes qui ont afflué. Les internautes étaient interpellés par le contraste entre son passé de mannequin chez Balmain et l'accusation de vol à Gare de Lyon. Et Anthony, il a fini par prendre la parole sur Instagram. Il a nié les accusations de vol. Il a critiqué ceux qui ont véhiculé des informations erronées. Il a dit « Continuez à croire que j'ai volé, vous parlez en mal de moi, vous faites tout pour donner des fausses informations. » Il a aussi promis que lorsque la vraie raison de son arrestation sera dévoilée, ceux qui l'avaient jugé se ressentiront tous cons. Il dit, je cite, « En tout cas, j'oublie pas ceux qui ont parlé de moi en mal, Dieu est grand. » Pour le moment, on ne connaît pas la vraie raison de son arrestation selon Anthony Alcaraz. Les détails concernant tout ça restent flous. Est-ce qu'on est sur une
malheureuse coïncidence ou alors vraiment un délit? On aura peut-être une réponse. Ah, et tenez d'ailleurs, quelqu'un a décidé d'en parler sur le plateau de Samzira. C'est Daddy qui a été invité sur Aja, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il a été invité, mais soit. Et il a donné des précisions par rapport à cette arrestation. Selon lui, les événements se seraient déroulés ainsi. De sources sûres pour Seb Daddy, son ami qui avait 200 000 € en cash, donc s'est fait contrôler avec les 200 000 €, et vu que il était avec lui, ils les ont pris tous les deux. Donc on serait sur quelqu'un qui avait beaucoup d'argent sur lui et Anthony qui était à côté. Ça a un petit peu éclipsé les informations qui disent qu'il aurait volé quelque chose et donc on a beaucoup plus de questions. Bastos a réagi à tout ça, il a dit comment ils ont su les flics qu'il avait 200 000 €. C'est bizarre, il n'y a personne qui te fouille dans la vie tous les jours, qui est fouillé à la gare. Seb Daddy n'a pas pu donner plus de détails par rapport à cette histoire, mais il a dit qu'apparemment il y a des chiens qui reniflent du cash, etc. etc. Bref, l'affaire reste floue, le mystère persiste et on aura certainement bientôt les véritables raisons de la bouche d'Anthony Alcaraz, si on peut le croire, je ne sais pas. Quant à lui, il continue de tout nier et l'histoire pourrait encore révéler quelques rebondissements. Je trouve ça intéressant de vous en parler parce que on voit vraiment que même des gens qui sont plus en télé auraient quand même pas mal de choses à cacher. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, de sources quasi sûres, mais à prendre avec des pincettes, mais c'est sûr à 99%. Déjà, il est sorti, donc il est plus en garde à vue à l'heure actuelle, bien évidemment. Et en fait, c'est parce que c'est son ami qui avait 200 000 € en cash. Et donc, du coup, il s'est fait contrôler avec les 200 000 € en cash. Et donc, du coup, lui, il était avec. Et donc, du coup, ils les ont pris tous les deux. Dans une gare? Ouais. À Paris? 200 000 balles en cash, ouais. Mais comment ils ont su, les flics, qu'il avait 200 000 non, pour le fouiller? Je sais pas, ils l'ont arrêté. Ça me paraît bizarre parce que en tout cas, je te jure que c'est ça. Il n'y a personne qui te fouille dans la vie de tous les jours. Qui est fouillé à la gare? C'est déjà arrivé. Les douanes. Alors moi, on m'a fouillé. Il y a des chiens qui reniflent le cash aussi. Non. Ça, non, l'argent n'a pas d'odeur. Si. L'argent, si c'est comme par exemple les pièces. En tout cas, il y avait 200 000 € en cash dans la valise. Non, mais ça, je veux bien le croire. Maintenant, à quel moment ils ont été contrôlés et pourquoi? Peut-être qu'ils sentaient la beuh. Non, mais peut-être juste les douaniers. Peut-être, ouais. Juste les douaniers. Moi, hier, j'ai pris le TGV ils pour sentent la beuh. Ils sentent très très fort la beuh. Ouais, c'est vrai que à 5 km, tu le sens. Ils sentent la beuh, mais genre, quand il y a Anthony Alcaraz, si là, Anthony Alcaraz était à Répu, on le saurait. Parce que d'après les internautes, t'es sûr de ce que tu dis, Seb? D'après les internautes, son collègue était accusé d'avoir volé quelqu'un. Petit point sur Julie Ritchie qui a fait un question-réponse dans son compte Instagram. Je me suis dit que c'était assez intéressant de vous en parler. Je vous rappelle qu'elle a longuement été critiquée dernièrement pour avoir laissé ses deux enfants, Gianni et Jovan, aller vivre à l'étranger avec leur père. Récemment, elle a annoncé leur retour. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie et très attendue pour Julie. Elle disait « Je suis trop contente, la rentrée en septembre, elle se fera avec maman » et c'est quelque chose qu'elle avait confié avec émotion. La semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, on a vu que Pierre-Jean également avait exprimé son point de vue. Il disait dans une vidéo YouTube « Je perds la garde de mes enfants ». Il parlait des raisons qui l'avaient initialement poussé à vouloir s'installer à l'étranger avec ses fils. Il parlait d'un départ envisagé pour Miami qui s'est finalement concrétisé à Malte. Malheureusement pour les enfants, venir à Malte, ça n'a pas été quelque chose de très bon pour eux. Ils ne se sont pas sentis bien. Pierre-Jean dit d'ailleurs que certainement à leur âge, ils avaient besoin de leur maman, d'un environnement beaucoup plus naturel. Et malgré les différents passés entre les deux, ils arrivent quand même toujours à s'entendre pour les enfants. Bref, je vous rappelle aussi que Julie Ritchie de son côté, elle est seule et récemment, là donc, elle a surpris ses abonnés en annonçant une décision assez inattendue. Elle fait part d'un vœu de chasteté. Elle est célibataire et elle a expliqué sur Instagram qu'elle n'est pas prête à entamer une nouvelle relation. En fait, il y a un internaute qui est curieux de savoir si elle était ouverte à une nouvelle histoire d'amour et Julie, elle répond avec une pointe d'humour mais aussi avec assez d'honnêteté. Je cite « J'ai décidé de faire feu de chasteté cette année ». En gros, elle a confié qu'elle était dans un état d'esprit où elle ressent le besoin de se recentrer sur elle-même, qu'elle est fatiguée des relations qui la vident de son énergie, qu'elle est lassée des jeux affectifs. Elle a dit « Je ne veux ni d'homme ni de femme, j'ai besoin de me retrouver moi, ce sera déjà pas mal ». Alors honnêtement, je pense qu'on en parle un peu avec humour et que Julie aussi, elle essaye de le dire à sa manière, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très important et que c'est très bien qu'elle le dise comme ça, qu'elle ait besoin déjà de temps pour elle, de temps pour se retrouver elle, après les télés qu'elle a faites, sa courte histoire avec Nico, ses enfants qui sont partis et puis qui reviennent. Moi je trouve que c'est très bien en fait qu'elle prenne du temps pour elle, vous me direz ce que vous en pensez. Elle fait quand même passer un message très fort
fort, il est nécessaire parfois pour soi-même de faire une pause, de se protéger et de se redonner une priorité. C'est un vœu de chasteté qui est loin d'être une fermeture définitive à l'amour évidemment et qui ressemble à une démarche de guérison, je dirais, un moment où elle veut faire une introspection pour se reconstruire et reconstruire un environnement beaucoup plus sain pour la prochaine personne, ses enfants, etc. Est-ce que cette parenthèse durera longtemps? Ça, on se posera la question, mais si je peux vous parler d'un point de vue personnel, j'ai personnellement fait en sorte d'essayer de me reconstruire au maximum avant de me relancer dans des relations ou peu importe, parce que je trouve que en fait, quand tu te retrouves seul, en plus Julie n'a même plus ses enfants, c'est vraiment le moment où tu peux cultiver tout ce qu'il y a autour de toi, apprendre à te connaître et te découvrir en tant qu'individu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Nehuda et Ricardo, mais Nehuda a décidé de faire une mini mise au point sur son compte Snapchat. Je me suis dit que c'était assez intéressant de vous en parler. Alors je vous rappelle rapidement les choses. Depuis sa séparation avec Ricardo, avec qui elle a eu 2 enfants, Laïa et Laël, les tensions entre les deux n'ont cessé de croître jusqu'à se déverser dans la sphère publique, et ça on en a parlé. C'est un conflit qui concerne essentiellement la garde des enfants et qui a connu un nouveau tournant. Ricardo affirmait récemment dans une interview chez Samzira qu'il avait apparemment eu la garde exclusive des enfants. Il allait jusqu'à accuser Nehuda de les avoir abandonnés en déménageant à Paris. Selon Ricardo, le départ de Nehuda vers Paris constituait une rupture dans ses engagements de mère et donc, selon ce qu'il dit, elle aurait fait passer sa carrière avant son rôle de maman. C'est des propos qui étaient appuyés par son propre frère à Ricardo, qui n'a pas hésité à relayer cette version dans les médias et les réseaux, comme si tout le monde avait besoin de savoir tout ça. Rappelez-vous, Nehuda avait contre-attaqué, elle avait fourni au blogueur Aquababe des documents et des éléments qui montraient son implication constante dans la vie des enfants, et elle a eu une réponse assez directe récemment lors d'un session questions-réponses. Elle a dit: je n'ai pas récupéré mes enfants, lol, on me les a pas enlevés. Bref, en tout cas, maintenant j'ai la garde exclusive, ce n'est qu'une question d'organisation. C'est une mise au point qui intervient, je trouve, dans un climat déjà tendu, et dans tout ce qu'on peut voir, on se rend compte que Nehuda, finalement, c'est quand même elle qui gère le plus les enfants. Cependant, ça contraste aussi avec une autre polémique qu'on a vue récemment, rappelez-vous la polémique des patates, où Nehuda a repris sèchement sa fille parce qu'elle ne savait pas éplucher une pomme de terre. Elle disait: j'éduque pas des assistés, j'éduque des enfants qui devront se débrouiller sans moi un jour. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disaient: mais attendez, elle est extrêmement dure, comment est-ce qu'elle peut avoir la garde exclusive des enfants? Pourquoi est-ce que c'est elle qui va les garder alors qu'elle semble quand même avoir un comportement très très dur avec ses propres enfants? Quoi qu'il en soit, ce nouveau chapitre du coup qui est marqué par la garde exclusive pourrait être l'occasion pour elle de tourner la page du conflit avec Ricardo, qui est très long maintenant et très éprouvant, mais compte tenu de l'historique avec lui, je pense qu'il est difficile de savoir si la situation est réellement apaisée ou si on va en reparler d'ici peu. Ce qui est certain, c'est que Nehuda semble déterminée à se battre pour son rôle de maman, à faire respecter ses droits, et n'a plus laissé les autres raconter des histoires sur sa vie. Perso, moi je vous l'ai dit, j'apprécie pas forcément le personnage de Nehuda et j'apprécie pas forcément tout ce qui se passe sur les réseaux entre Nehuda, Ricardo et le fait que les enfants soient mêlés à tout ça. Cependant, j'ai quand même l'impression que pour les enfants, elle essaye de faire au mieux, que ça a l'air d'être une bonne maman, et je me dis que c'est quand même peut-être le plus essentiel là-dedans. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, j'avoue, je l'ai jamais vraiment suivi, je n'ai jamais vraiment connu Nehuda et Ricardo, mais de tout ce que j'ai vu en vous en parlant, ça a l'air quand même assez chaud. Nous terminons le top actu avec Ayem Nour. Et oui, après une série de relations amoureuses, médiatisées et tumultueuses, Ayem semble aujourd'hui prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. Elle est loin des projecteurs et loin des dramas depuis qu'on ne l'a plus vue avec Dylan Thierry, mais je vous en parle quand même. Quelques mois seulement après la fin de son union religieuse avec Dylan, un mariage très bref d'ailleurs mais très exposé, Ayem semble avoir tourné la page. On était sur une relation qui était rapide et intense, qui avait été scrutée par les médias, je vous parle de Dylan, et la rupture n'avait rien de discrète non plus, et donc on avait entendu parler de plein de choses. Aujourd'hui, Ayem a 36 ans, et elle semble avoir pris un virage important dans sa manière d'aimer. Les noms de ses anciens compagnons, Vincent Miclet, le père de son fils, et Dylan Thierry, sont toujours associés à des chapitres assez douloureux et conflictuels, mais apparemment, Ayem serait prête à
tourner la page. Elle a été récemment invitée dans La Série ou Elle est série, je pense que c'est La Série, parce que c'est le podcast de Laurent Argelier, j'espère que je prononce bien, pour la sortie de sa biographie Toute celle que je suis. Et donc Ayem, elle a levé un voile sur sa situation amoureuse actuelle. Elle dit « Je suis très 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 amoureuse ». C'est quelque chose qu'elle a lâché avec un grand sourire. Elle dit « Je suis une femme complexe, l'homme que j'ai choisi est un peu complexe aussi, on s'aime très fort. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas linéaire, c'est très intense, comme l'amour que je lui porte. » C'est une déclaration assez rare pour Ayem, parce qu'elle semble avoir trouvé un équilibre dans un amour qui fait quand même pas mal de petits paradoxes. Cependant, elle ne s'est jamais énormément confiée sur sa vie privée. Et ici, elle le fait. Elle dit « C'est la première fois de ma vie que je me dis Ayem, fais les efforts nécessaires, modifie certaines choses, parce que tu veux être le plus longtemps possible avec lui. » C'est une introspective qui est rare chez elle, on l'a toujours perçue comme une femme un peu fougueuse, impulsive, parfois explosive. Et cette fois-ci, elle a envie de stabilité, de durabilité et de construction. Je pense qu'elle veut bâtir quelque chose de vrai, loin des regards indiscrets et loin de l'image que beaucoup ont pu se faire d'elle. Quoi qu'il en soit, on est sur une nouvelle Ayem qui est plus posée, d'après ce qu'elle dit, je suis pas dans sa vie, plus ancrée et qui semble vouloir être tournée vers un avenir qu'elle souhaite construire avec une certaine sérénité, une certaine paix finalement. Elle veut visiblement mettre de côté tout ce qui est les relations passées, les drames, et aujourd'hui elle aimerait avoir une relation plus mature, que ça soit en amour et certainement avec elle-même. Pour le moment, elle refuse de dévoiler le visage de celui qui partage sa vie, et je pense que ce n'est pas forcément par choix médiatique, mais bien par préservation. Peut-être qu'elle veut protéger sa relation, peut-être que lui aussi, ne veut pas être mis en avant sur les réseaux sociaux. Ayem finit par dire que c'est intense, complexe, mais que c'est un vrai amour. Vous me direz ce que vous en pensez également, parce que c'est vrai que dernièrement, tout ce qu'on a entendu parler avec Dylan Thierry, ça avait beau avoir l'air vrai et intense, tout le monde en avait marre. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. J'espère qu'il a pu vous plaire. Comme je le vois au compteur des minutes qui défilent, on a quand même été sur un top actu assez chargé. Après, j'ai beaucoup parlé par rapport à mon script, j'ai vraiment beaucoup bifurqué. J'espère que vous m'en voulez pas, j'ai envie de discuter aujourd'hui. Et on va justement passer à mon avis sur la finale des apprentis. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, n'allez pas regarder mon avis sur. Si jamais vous voulez entendre mon avis, et croyez-moi j'ai des choses à dire, restez là parce qu'après le jingle, ça va péter. Alors vous le savez, pour mon avis sûr, il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas de notes, il n'y a que vous et moi. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de la finale des apprentis, parce que la semaine dernière, du coup, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, au cas où, on va éviter de spoil, parce que tous les ans, quand je parle de la finale de quelque chose, on me dit « Mais Rudy, tu spoil dans tes vidéos !» Je parle d'actualité, c'est normal que je spoil les choses. Bref, du coup, la finale des apprentis a eu lieu. Je vous rappelle qu'en finale, nous avions les roses, Hilary et Giovanni, les bleus, Maëva et Rémi, et enfin les gris, Moon et Kevin Gage. Je vous rappelle également qu'on a eu plein de rumeurs cette année qui ont dit que apparemment la production aurait tout fait pour pousser Kevin jusqu'à la finale, parce que comme par hasard tous ces duels ont été annulés, tout le monde devait quitter machin, enfin bidule chouette. Alors je vais pas rentrer là-dedans, moi je vais vraiment vous parler de la finale pure et dure que j'ai trouvée franchement bien cette année, c'est-à-dire que notamment les filles ont été incroyables avec l'épreuve de la nourriture. Hilary, elle s'est donnée comme jamais. Moon, elle a combattu sa phobie, et Maëva, fidèle à elle-même, elle a foncé comme une lionne. Cependant, je suis un petit peu triste du verdict final qui a été les gris qui ont finalement gagné cette finale. Pour moi, ceux qui méritaient, pour moi en fait, les trois méritaient sincèrement, parce que Moon, elle méritait de gagner, mais je parle en termes d'aventure, je trouve sincèrement que les bleus et les roses étaient plus méritants, mais c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, dans le sens où les bleus sont allés sur la plage et qu'ils sont restés sur cette fucking plage pendant tout le long, et franchement, fallait quand même y arriver, tu vois, parce qu'au début, il y avait pas de gens qui étaient alliés avec eux, ils voulaient tout le temps les faire sortir, et ils ont réussi à rester jusqu'au bout. Et les roses, parce que justement, les roses, ils ont réussi à faire jungle, plage, et ils étaient tout aussi méritants. Hilary, elle est allée très loin, je suis très 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 content pour elle, parce que franchement, l'autre émission, c'était pareil, mais je crois qu'elle s'était blessée aussi. Mais après, Kevin et Moon aussi méritent. Finalement, c'était une très très belle finale, mais personnellement, j'aurais préféré voir les roses gagner. Mention spéciale pour le fait que tout le monde ait encore une fois oublié la clé sur cette plage, mais tous les ans, ils font la même chose. C'est très très triste, parce que du coup, tout le monde aurait pu arriver avant et finir cette finale, mais non. La clé était posée sur le sol de la plage, à l'entrée du truc avec les cocos là. Bref. En tout cas, si vous avez regardé la finale des apprentis, dites-moi si vous êtes content du verdict.
verdict. Dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. Comme je l'ai déjà dit, sachez que les apprentis et les 50, je ne me spoile jamais, c'est-à-dire que je découvre vraiment les finalistes quand il y a la finale. J'évite d'aller sur les groupes Facebook, j'évite de suivre les blogueurs quand on parle au moment où ils en parlent, parce que je veux quand même garder ce truc de téléspectateur et de découvrir moi-même les gagnants. Mais voilà, j'étais un peu triste parce que pour moi ça aurait été les bleus ou les roses, mais finalement c'était les gris. Évidemment, j'ai vu que The Power avait commencé, on fait un petit point dans les gros dossiers, je vous parlerai des actus et je vous donnerai également mon avis. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. Nous arrivons à la moitié de l'émission, raison pour laquelle je fais mon petit rappel. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide tellement les amis, mais vraiment. De vous abonner juste en dessous, ce qui aussi finalement aide à faire grandir la chaîne, et de commenter en me disant ce que vous avez pensé des choses jusqu'ici. Nous allons passer au cœur actu qui est également très chargé et qui risque de vous faire pas mal discutailler dans les commentaires. J'espère que vous êtes toujours réveillés et c'est parti, let's go jingle. Eh bien les amis, nous commençons le cœur actu avec Sarah Frézou. Et oui, le week-end dernier, on a eu une apparition publique de Sarah Frézou qui a enflammé les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de réactions, cette fois-ci moqueuses de la part des internautes. L'ancienne candidate de télé a décidé de se montrer à la célèbre Foire du Trône, un événement festif et populaire qui attire chaque année de nombreuses personnalités. Ce jour-là, elle n'était pas seule. Il y avait plusieurs Miss France qui étaient également présentes, mais un détail inattendu a transformé cette sortie en véritable sujet de moquerie sur les réseaux. Sarah Frézou prenait place dans une attraction aux côtés des Miss France, une scène qui n'a pas échappé à l'œil de certains visiteurs et surtout aux smartphones qui ont filmé tout ça. Au moment où le manège a commencé à s'élever dans les airs, Sarah Frézou a été vue littéralement projetée vers le haut d'une manière jugée spectaculaire. Contrairement aux autres passagers, elle semblait presque s'envoler parce qu'elle était aspirée par la vitesse. La vidéo que vous allez voir a fait le tour de Twitter, de TikTok, de Instagram. On a énormément de commentaires qui ont été là avec beaucoup d'ironie, avec des moqueries aussi. Il y en a qui ont dit qu'il y avait des disproportions entre les mouvements de Sarah Frézou et des autres personnes dans le manège. On pouvait lire POV, tu te réveilles et tu vois Sarah Frézou qui fait genre de se lever pour prouver qu'elle est maigre alors qu'elle est aux côtés d'Eve Gilles qui fait 20 kilos de moins et qui ne bouge pas. Ce qui, soit dit en passant, est absolument horrible à dire. Là, on n'est plus sur de la moquerie, on est sur de la méchanceté. Ou encore, elle veut trop prouver qu'elle est légère maintenant. Encore une fois, on est sur de la méchanceté. On a quelqu'un d'autre qui dit avec plus d'humour merci. Ça fait 24 heures que je suis mort de rire devant cette vidéo et Frézou, c'est la seule qui s'envole. Bon, Sarah Frézou, on voit qu'elle est au cœur des polémiques en ce moment. Je vous rappelle aussi que Aquababe avait insinué qu'elle aurait eu recours à l'Ozempic, ce médicament qui est initialement conçu pour les personnes atteintes de diabète et qui est de plus en plus utilisé à des fins amaigrissantes. Mais bon, Sarah continue d'être une figure influente sur les réseaux, même si elle s'est éloignée des écrans de télé, là on peut la retrouver dans The Power, on en parle juste après. Elle fait quand même beaucoup parler. Rappelez-vous, on en a vu sur Twitch récemment, et j'en parle pas dans MTT parce que j'ai pas envie que ça reprenne des disproportions, mais on avait vu qu'elle avait encore eu une déception amoureuse, on a étudié le cas, on a vu qu'elle avait parlé du fait qu'elle voudrait faire marier au premier regard. Donc bref, est-ce que cette nouvelle vague de moquerie va entamer sa confiance en elle? Si c'est le cas, c'est quand même triste, mais je pense que les gens sont juste méchants. C'est vrai que parler de ses kilos, parler de son poids, ça n'a pas lieu d'être. On peut juste tout simplement rire si jamais on veut rire de cette vidéo parce que Sarah en rigole elle-même sans aller s'attaquer au physique de quelqu'un. Je vous laisse regarder. Je vous parle de TikTok Shop parce qu'aux États-Unis, en Espagne ou en Irlande, c'est TikTok Shop qui est sorti récemment et maintenant c'est en France. C'est accessible depuis le 31 mars et c'est un dispositif qui
promet de bouleverser les habitudes d'achat et la manière de consommer des contenus. Je vous donnerai mon avis à la fin. Concrètement, les utilisateurs français peuvent désormais acheter des produits directement depuis leur TikTok préféré. En fait, c'est pas en mode ça concurrence Amazon, ça transforme l'achat en un acte presque involontaire, imbriqué dans le divertissement, et c'est pour ça qu'on peut notamment parler de shop-ertainment, donc une contraction entre shopping et entertainment qui veut dire divertissement. Le principe est simple, les créateurs de contenu partenaires de TikTok peuvent insérer des liens d'achat directs dans les vidéos et du coup il y a quand même certains problèmes parce que la frontière entre contenu sincère et placement de produits devient plus floue que jamais. Donc on va pas se mentir, pour les entrepreneurs, les gens qui ont des marques, etc., effectivement c'est très bien parce que ça leur permet de pouvoir mettre en avant des produits avec un lien direct. Cependant, pour le consommateur, une fois de plus, tu es matraqué par l'envie de consommer, toujours plus vite en plus parce que c'est TikTok, et je pense que ça peut vraiment être dangereux. On est sur une marchandisation, j'arrive pas à dire ce mot, totale du contenu qui peut inquiéter, d'autant plus que TikTok s'en inspire ouvertement en fait. D'un point de vue économique, TikTok Shop, c'est une aubaine pour les marques et les influenceurs et même les petits créateurs, mais derrière cette nouvelle façade, on a une mutation plus insidieuse de notre rapport à la consommation. L'achat va devenir un réflexe dissous dans le divertissement et de plus en plus difficile à questionner. Donc je veux bien qu'on soit dans une société de consommation où chacun veut tester les dernières tendances, les derniers machins, les derniers bidules, mais là ça va vraiment être compliqué de justement entre guillemets ne pas le faire. Et avec TikTok Shop, on devient ça devient en fait une place de marché virtuelle et réelle, c'est-à-dire que là tu scrolles, tu peux acheter n'importe quoi, n'importe qui, et ça fait peur. Je trouve que ça fait peur parce que je trouve que être dans une société de consommation où par exemple tu vas sur Amazon pour chercher un article, c'est une chose, mais là tu vas juste scroller l'application qui est déjà une application où plein de gens sont accros et tu vas tout simplement pouvoir acheter le moindre truc. Je sais pas, je trouve que ça fait peur. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous l'ai promis tout à l'heure, nous parlons de Marwa Meraska. Vous le savez que, comme je l'ai écrit, le torchon brûle entre Marwa et Aquababe. Avant, on était sur une relation dite amicale, mais depuis le 29-30 mars, on a une énorme embrouille. Aquababe a décidé de tout simplement lancer d'énormes accusations à l'encontre de Marwa. Il vide son sac, il l'accuse de trahison, il va dévoiler des choses intimes et choquantes sur sa vie privée. Il dit que Marwa aurait levé la main sur Vincent Queijo, qu'elle l'aurait trompé avec Ahmed Taï, des propos graves et tout ça, on en a parlé. Aquababe dit: quand je suis un vrai ami, je suis vraiment ami, mais si tu me trahis, je peux agir comme un vrai bâtard. Ce sont ses mots. Marwa, elle a toujours été touchée par ça, elle est restée silencieuse, mais depuis quelque temps, elle ne l'est plus. Elle dit qu'elle ne veut pas se confier parce qu'elle a offert tout ça à la justice. Et justement, on a l'avocat de Marwa qui s'est exprimé et qui a dit: ce blogueur connu des réseaux sociaux fait état d'un certain nombre de choses concernant Madame Marwa Meraska qui ont donné lieu à une vague de cyberharcèlement, avec des messages reçus notamment sur Instagram, la menaçant et l'insultant, ce qui a altéré ses conditions de vie. En parallèle, et ça je ne vous l'ai pas montré donc on va en parler maintenant, Marwa a aussi révélé sur Instagram les conséquences physiques de tout ça. Elle est victime de stress intense, elle aurait fait des nouvelles crises de psoriasis comme elle l'a montré en story, affichant des plaques rouges sur plusieurs parties de son corps. C'est un témoignage poignant qui montre qu'elle a vraiment été impactée par tout ça. On peut aussi parler d'autre chose, la responsabilité des influenceurs et des blogueurs aux communautés massives. Aquababe voulait se venger, mais est-ce qu'il fallait vraiment lancer une campagne de haine et de dénigrement envers une autre personne, que nous l'apprécions ou non? L'avocat d'Aquababe avait répliqué en disant: nous sommes extrêmement sereins quant au devenir de cette procédure. Mon client est étonné que toutes les personnalités visées se retranchent systématiquement derrière le harcèlement, mais il a quand même dit que certaines limites pouvaient être franchies sur Internet, notamment lorsque les communautés de chaque influenceur peuvent s'emballer. Donc on peut vraiment parler d'un mélange de liberté d'expression, de loyauté brisée, de harcèlement numérique, de diffamation. On a parfois des choses qui sont quand même très minces sur les réseaux sociaux.
Où va nous mener cette affaire? J'en sais rien. Cependant, lorsque j'ai écrit MTT et que j'ai tapé Aquababe sur Google, je me suis rendu compte qu'il serait visé par 5 plaintes en tout. Je n'ai malheureusement pas pu lire l'article. Si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à m'en parler, juste en dessous. Dernière minute, mais récemment, lors d'une interview, Greg Yega a été interrogé sur ses relations passées. Le nom de Marois a rapidement été mentionné et il a laissé entendre que la réputation de Marois était bien connue. Il a dit « Je sais, tout le monde sait, on ne va pas entrer dans les détails, ça ne date pas d'aujourd'hui. Combien de fois je l'ai croisé en boîte de nuit avec des joueurs de foot? Combien de fois? Dans tout Paris. » Il ajoute également que Marois est une fille très intelligente, qu'elle a compris comment se faire connaître et que, une chose est sûre, les déclarations de Greg continuent d'appuyer les rumeurs et les accusations à son encontre. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle va soit se mettre avec un joueur de foot, ou soit elle va se mettre avec... ça, tu sais pas. Je sais. Ou soit elle va se mettre parce que moi, tout le monde le sait, en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde le sait. C'est pas d'aujourd'hui, tout le monde le sait. Combien de fois je l'ai croisé en boîte de nuit avec des joueurs de foot? Combien de fois? Dans tout Paris. Ok. Que ça soit, comment ça s'appelle la boîte là, The Flower. Ouais. The Flower. Combien de fois je l'ai vu à The Flower avec les joueurs de foot? Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est que c'est la vérité. Elle va pas se mettre avec le mec à 2000 abonnés. Ah non, par contre, se mettre avec Bébé au cas 1 400 000 followers, ça elle va le faire parce qu'elle sait très bien. Ah oui, mais complètement. Mais parce qu'elle a compris. Marois, c'est une fille qui est très intelligente. Hein. Alors pour le coup, là je vais vous parler d'un truc dont on a parlé la semaine dernière, je l'ai mis en story de la semaine, mais vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un petit texte un peu plus explicatif sur ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui parlent de Mila Jasmine parce qu'elle est en métamorphose physique, qu'elle est actuellement très amincie, plus discrète sur ses formes qu'autrefois et elle a choisi de sortir du silence pour en parler. Vous allez l'entendre, mais elle disait à la base j'avais choisi d'avoir des grosses fesses mais c'était compliqué pour m'habiller. Mila s'adresse à sa communauté sur Instagram, elle ne renie pas son passé et elle assume ses choix. Elle voulait faire une mise au point parce que tous les commentaires sur son apparence se sont multipliés ces derniers mois. Elle a un visage affiné, une silhouette plus élancée, elle affiche un nouveau style, elle est blonde et elle a une rupture brutale avec l'image qu'elle s'était construite d'elle. Elle dit qu'en fait, il y a 10 ans qui sont passés, qu'en 10 ans elle a changé, qu'elle vieillit. Est-ce qu'elle a le droit de vieillir? Est-ce qu'elle a le droit de vouloir changer? Elle dit qu'elle se sent beaucoup mieux depuis qu'elle a perdu son poids. Cependant, il y a quand même des choses qui passent pas. Notamment le fait qu'elle se compare à Lindsay Lohan, je vous rappelle, qui a disparu et qui est revenue en 2024 plus radieuse que jamais. Mila dit qu'elle veut avoir le même type de glow-up, donc voilà, elle se compare quand même à Lindsay Lohan. Elle parle du fait que, au fond, elle a le droit d'évoluer sans devoir se justifier, et sur ça, je suis totalement d'accord. Cependant, on a quand même beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que l'Ozempic en est la cause? Est-ce qu'elle a utilisé des chirurgies ou des choses qui finalement peuvent être dangereuses? Est-ce qu'elle est aussi authentique que ça? Ça, ce sont toutes les questions qu'on peut se poser et à juste titre. Je vous laisse écouter Mila et si vous avez déjà entendu la story la semaine dernière, n'hésitez pas à passer directement à l'actu suivante, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient vraiment réentendre avec des explications, donc je vous laisse regarder. En fait, je voulais faire cette vidéo parce que j'en ai un petit peu marre de tous les articles, toutes les vidéos que j'ai pu voir à mon sujet en mode oh, non mais ça c'est Mila. Ah mais j'ai dû regarder 2 fois pour voir si c'était elle. Ah mais quel glow down. En fait je vais vous expliquer un truc que je veux vraiment que vous compreniez, que vous assimiliez. Moi je suis dans un processus, d'accord? Je vais juste vous donner un petit exemple. Lindsay Lohan, je suis pas en train de me comparer à elle. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs glow up 2024-2025. La meuf, elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Là vous voulez parler de ma perte de poids, mais est-ce que vous savez à quel point je me sens mieux depuis que j'ai perdu du poids? Alors là je suis dégoûtée d'avoir ce corps. C'est pas de la prétention mais c'est vraiment une mise au point. Est-ce que vous savez à quel point, même si à la base j'avais choisi d'avoir des grosses fesses, c'était compliqué pour moi de m'habiller. À chaque fois que je choisissais un vêtement, il fallait que je choisisse stratégiquement. Qu'est-ce qui va faire le moins vulgaire? Qu'est-ce qui peut se cacher? Qu'est-ce qui peut... Là, je m'habille comme je veux. Faut savoir que quand vous m'avez connue, c'était en 2015, d'accord? On est en 2025, c'était il y a 10 ans. Donc, certes, mon physique, entre-temps, a changé, mais les gars, il s'est passé 10 ans. Est-ce que j'ai le droit de changer? Est-ce que j'ai le droit de vieillir? Vous savez que de vieillir, c'est une bénédiction. Vous croyez qu'il y a tout le monde qui a la chance de vieillir, mais vous pensez sincèrement que là, je suis mal dans ma peau. Vous voulez que je vous montre une photo de moi il y a à peu près, je crois, 1 an et demi? Attendez, je vais vous la montrer. Je venais d'accoucher, mais bon, voilà. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Là, le corps que j'ai aujourd'hui, c'est la meilleure version de moi-même.
Ce n'est pas tout. Dans une dernière vidéo postée sur TikTok, Mila Jasmine a suscité l'inquiétude de ses fans. En effet, elle se préparait et se maquillait pour l'anniversaire de son mari et cette séquence, qui est en apparence anodine, a déclenché énormément de commentaires de la part des internautes. En dévoilant son look pour le dîner, Mila est apparue très amaigrie et on pouvait lire des commentaires du style « Si t'es en danger, fais-nous signe, elle a encore pris un coup de vieux. Mila, je t'aime bien, mais là tu commences à faire peur, tu nous caches rien. » Ces préoccupations s'ajoutent donc à tout ce que je vous ai déjà dit jusque maintenant. Est-ce que Mila Jasmine est réellement en danger? Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Oh my god, ça fait une éternité que je me suis pas habillée avec ce genre de tenue. Très très balise. Ça c'est une ancienne robe que j'ai d'une ancienne collection, ça vient de chez Fashion Nova mais ça date. La robe est vraiment beaucoup trop belle mais je suis pas certaine d'assumer. Genre j'ai peur d'arriver dans le restaurant et d'avoir toute l'attention sur moi. J'allais mettre ça avec cette magnifique paire de chaussures. En fait non, je pense qu'on va mettre ces chaussures. Vous voyez, elles sont vraiment très très simples. Sam Zira a donné pas mal d'interviews récemment, j'ai trouvé ça très intéressant, du coup je voulais vous faire un petit point. Je pense que vous le savez, ça fait plus de presque 10 ans et un long moment maintenant qu'il s'est imposé comme l'un des intervieweurs les plus singuliers sur YouTube. Il était, je vais me permettre de le dire, loin des clashs et du sensationnalisme et il a construit un espace où les visages médiatiques de télé peuvent s'exprimer autrement. Il dit aujourd'hui c'est une erreur de snober la télé-réalité. Sa chaîne s'est lancée en 2015 et Sam Zira fait un choix radical à ce moment-là. Il a misé sur l'intime, la nuance et la bienveillance, selon ce qui est ressorti. Il n'est pas journaliste et ne veut pas l'être, il est intervieweur avec une mission plus personnelle que professionnelle, comprendre ce qui anime ses invités, creuser leurs failles et explorer les zones d'ombre. Il dit « Pourquoi font-ils ça? Quelles sont leurs blessures, leurs fiertés ?» C'est ce qu'il a dit au magazine Le Monde. Il évoque une quête plus psychologique qu'informative et en retour, on a des abonnés qui sont parfois fragilisés par l'exposition médiatique ou les réseaux sociaux qui se montrent sous un autre visage, comme Melanite, qui est d'ailleurs chroniqueuse chez Aja. Et Sam, lui, il dit qu'il ne fait pas que tendre le micro, il veut vraiment mettre de l'humanité à ce qu'on voit derrière les filtres Instagram. Rappelez-vous, on a aussi eu des interviews très poignantes avec Natania ou encore Aurélie d'Autremont, et c'est vrai que Sam Zira a toujours eu, jusqu'à ces dernières saisons de Aja, je vais me permettre de le dire, une très très grande bienveillance et on n'était pas du tout sur du sensationnalisme, on était vraiment sur de l'humain. Aujourd'hui avec Aja, on est sur un talk show qui est un peu plus libéré, qui se tourne vers des sujets beaucoup plus poignants et sensationnalistes et il a tout à fait le droit, il n'y a pas de mal à ça, c'est juste qu'effectivement on a quand même eu un changement de direction artistique. Au-delà des apparences, Sam défend un autre regard sur la télé-réalité, il considère que c'est un regard politique. Dans ses interviews, il aborde régulièrement des questions de société, de féminisme, d'identité de genre, de parentalité, de transphobie. Il dit sur la forme, les politiques des candidats de télé sont comme les autres. Et en parlant politique, Sam Zira a aussi eu un petit changement, c'est-à-dire qu'il a réussi à inviter des gens issus de la politique. Il dit les politiques ont les mêmes codes que les candidats, les punchlines, les buzz, les clashs et les égos. Une lecture qui est lucide d'un paysage médiatique où l'authenticité et la mise en scène se confondent de plus en plus. En tous les cas, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé son interview très intéressante pour Le Monde. Si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais on est quand même sur quelque chose qui a été très bien mené et qui apporte plein d'informations. Bravo Sam pour ses prises de parole. Très court, mais évidemment, je vous parle de La Villa qui va fêter son 10e anniversaire, un cap symbolique pour l'émission emblématique de TFX. Le tournage de cette nouvelle saison est actuellement à Bali et Lucie Mariotti a décidé de donner un petit message. La production reste très discrète sur le casting, mais quelques noms ont fuité. Selon Aquababe, le tournage se déroule du 3 au 28 avril. On aurait Gabriel Ayuso, on aurait Emmanuel de Mario Premier Regard et potentiellement une Marois. On a aussi le retour de Lucie Mariotti qui avait évoqué un possible départ dans la saison 8 qui finalement est revenue et est encore là et elle s'est adressée à tout le monde dans une vidéo que vous allez voir. Elle est enjouée, elle annonce des problématiques assez profondes chez les participants et on aura une aventure émotionnelle inédite. J'ai hâte de voir ça, honnêtement, on devrait avoir des révélations sentimentales, des remises en question très profondes. Quoi qu'il en soit, cette saison 10 de La Villa des Cœurs Brisés a l'air, sur le papier, de promettre à voir ce qu'il en sera réellement. Je vous laisse écouter. Ça y est, le tournage de la saison 10 de La Villa vient de commencer. Bon anniversaire à nous, à vous, à moi, aux Cœurs Brisés, que je viens de rencontrer d'ailleurs, qui sont, comment dire,
très enthousiastes, mais aussi très stressés, et c'est bien normal, il y a beaucoup d'émotions, vous le savez, il y a des problématiques qui sont quand même assez profondes. Donc voilà, ils sont pas prêts, je crois, à vivre l'aventure que je leur ai réservée, et également la surprise que vous allez découvrir qui s'appelle le voyage émotionnel. Voilà, encore bon anniversaire, merci d'être là depuis 10 ans, je vous embrasse avec tout mon cœur. Nous parlons rapidement de Carla Talon et de Brian Boy. Et oui, on a eu la révélation, la gender reveal du bébé. Alors, on était sur un gender reveal haut en couleur dans une vidéo YouTube de 20 minutes. Carla et Brian ont invité leurs abonnés à partager ce moment particulier dans une ambiance festive. On a pu voir Adé Laurent, Seb Daddy. C'est vrai que depuis l'annonce de la grossesse, le couple il n'a pas été épargné. Ils font le buzz, mais en même temps, ils aiment ça. Carla s'affiche radieuse, le ventre bien visible, dans un climat très houleux. On a eu l'absence de Brian à la première échographie qui avait fait parler. Seb Daddy avait posté des vidéos dans lesquelles il remettait en cause la grossesse. Il disait que Carla s'affiche avec un ventre trop plat, qu'elle est là uniquement pour l'argent. Bref, on a eu vraiment beaucoup de choses. Cependant, samedi dernier, ce n'était ni les polémiques ni les tensions qui étaient à l'ordre du jour. On était dans un jardin décoré aux couleurs douces et pastel, et Carla et Brian étaient vêtus de blanc dans un moment très intime. Entourés de leurs proches, ils ont buzzé, ils ont libéré un nuage de fumée de couleur rose car ils attendent une petite fille. Alors j'ai visionné un peu la vidéo pour vous prendre la séquence que je vais vous afficher et je trouve que pour des gens qui étaient en embrouille avec Adé Laurent, Seb Daddy, etc., tout le monde s'entend très bien. Donc comme quoi on est vraiment, je trouve, sur une très belle mise en scène une fois de plus. On avait des joies, des rires et des larmes. Carla s'effondre dans les bras de Brian et tout ceci est évidemment filmé pour YouTube. Devant la caméra, ils s'expriment, ils disent « Cette petite fille, c'est notre miracle ». Entre révélation, clash, moment d'amour, Carla et Brian tracent leur chemin dans les médias comme beaucoup ne l'ont jamais fait, mais eux aussi, et ils arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu. Je vous laisse regarder. Évidemment, je dis ça comme ça, mais vous le savez, je reste quelqu'un de très empathique et de très humain. Je leur envoie tout mon bonheur et j'espère que la grossesse se déroulera bien. Alors, les amis, on va parler de Carla de Frenchy Shore, qui a enfin pris la parole par rapport à tout ce qui était dit aux rumeurs d'agression, etc. Donc, je le dis quand même, on est sur une actualité un peu grave. Je vais me permettre de rester sur mes notes et j'ai trouvé ça sur Gossip Room. Je vous explique. L'émission de télé diffusée sur MTV fait toujours parler d'elle et la candidate Cara a pris la parole et on a des révélations. Agression présumée, racisme, violence physique, comportement problématique de la prod, elle montre un tableau alarmant de son expérience dans l'émission. Dans des vidéos publiées sur ses réseaux, dans tout 25 minutes, Cara retrace son parcours depuis les coulisses du casting jusqu'à son départ précipité. Elle était séduite par la promesse d'un show à l'américaine, elle accepte donc de rejoindre l'aventure, malgré une première polémique autour d'un clip où elle apparaît armée. Mais très vite, l'ambiance vire au chaos. Dès les premiers jours de tournage, Cara affirme avoir été perçue comme une candidate agressive, une étiquette qui, elle, ne l'a jamais quittée. Restriction d'alcool ciblée, reproches incessants, comportement à double standard, elle évoque un climat toxique, aggravé par ce qu'elle considère comme des propos racistes tenus en coulisses. Les gens apparemment disaient « Tu es notre Barbie Black ». Évidemment, c'est absolument horrible, je le dis quand même. Le témoignage de Cara prend une tournure bien plus grave, elle évoque aussi une altercation physique avec un autre candidat. Selon ce qu'elle dit, ce dernier l'aurait provoqué en proférant des propos racistes violents avant de la frapper. Cara a répliqué verbalement, elle affirme que seule elle a été rappelée à l'ordre par la production et l'agresseur, lui, n'a reçu
aucune sanction. Le 16 janvier, elle accuse un participant de l'avoir agressé à 2 reprises et Julie, une autre candidate, de complicité dans l'un des cas. Des accusations qui ont été démenties par Julie chez Samzira. Elle affirme détenir des éléments prouvant le consentement de Cara dans ces agressions, des agressions du coup, je peux pas dire le mot, hein. Et donc apparemment il y aurait une stratégie de victimisation de la part de Cara. Melvin, qui est aussi visé par les allégations, a annoncé avoir porté plainte pour diffamation et mensonge destructeur, de quoi accentuer encore plus tout simplement ce qui se passe et voir si on est sur la vérité ou non. Évidemment, il y a beaucoup d'internautes qui envoient un soutien sans faille à Cara et il y en a d'autres qui appellent à la prudence, soulignant des contradictions dans les récits. Pour le moment, aucune procédure judiciaire n'est confirmée ou infirmée, mais cette affaire est médiatisée et ça risque d'avoir évidemment des répercussions sur Frenchy Shore. Qu'elle soit soutenue ou critiquée, Cara ouvre un débat beaucoup plus large, celui des conditions de tournage dans les émissions de télé, souvent accusées de privilégier le buzz au détriment de la santé mentale et de la sécurité, comme on a pu le voir la semaine dernière avec Natania. Je vous laisse regarder. Au moment où je reprends mes esprits, je suis allongée dans la baignoire, des garçons en train de me vomir dessus. J'ai des infirmiers autour de moi, des infirmières. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est qu'il y avait une personne de la chaîne qui était là. J'ai pas compris parce que si c'était juste un vomito, je comprends que les infirmiers soient là avec leurs gants et nettoyer le vomi, mais que la productrice, elle soit là aussi, enfin la dame de la fameuse Angelina, avec ses gants, je me suis dit, ok, j'ai dû faire quelque chose de fou pendant que... Du coup, je me mets à m'excuser, je pleure, je suis désolée, j'ai trop bu, je suis désolée. Elle me dit, ne t'inquiète pas, ça va aller, elle me rassure. Je me rendors. Deuxième fois où je me réveille, c'est des heures après, je me réveille pas naturellement, je me réveille de douleur. J'ai des douleurs naturellement au niveau du crâne, avec tout ce que j'ai bu et tout ce que j'ai vomi, avec la chaleur, j'ai la tête comme ça. J'ai des douleurs au niveau des bras, des cuisses, du cou, je sais même plus où j'ai mal, je sens qu'on m'a malmenée. Ça, c'est ce qui s'était passé dans la voiture. La douleur la plus vive étant celle que je ressens en bas du ventre. Je me rendors. Il est peut-être 1 ou 2 heures, les candidats rentrent, ils me réveillent, on discute, on parle un peu. Je sens qu'ils sont un peu bizarres, surtout un garçon en particulier qui osait pas trop me regarder dans les yeux. Je sentais que c'était un petit peu bizarre, mais encore une fois, souvent je trouvais que le mood était un peu bizarre. D'après ce que j'ai compris, j'ai beaucoup bu, j'étais en pétard, si, ok. Le lendemain, c'est le dernier jour et il faut que je fasse mon interview. Je vais voir une journaliste pour faire mon interview. L'interview, c'est quand on raconte un petit peu sa journée et on utilise ces moments en tant que séquence dans l'émission. La journaliste, qui m'a jamais aimée d'ailleurs, si tu passes par là, Anna. J'oublierai jamais. Elle vient me voir et elle me dit tu te rappelles de quoi de hier? Avant qu'on se mette à faire l'interview. Et je lui dis je me rappelle pas de grand chose, je me rappelle que j'étais en pétard, on m'a dit que j'étais en pétard et tout. Et elle me dit ok, bah on va parler de ce dont tu te rappelles et on va pas parler de ce dont tu te rappelles pas. Ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre. Vous m'en demandez régulièrement et nous en avons eu des nouvelles de Liam Di Benedetto. Petit contexte, si jamais vous n'avez pas suivi, il y a 7 mois, elle a traversé une épreuve dévastatrice, la perte de son bébé qui a été victime de syndrome de la mort subite du nourrisson après seulement 1 mois. Elle a eu un retrait médiatique qui est aussi douloureux qu'inévitable et durant cette période, Liam a fait le choix de protéger sa vie privée et de se recentrer sur elle-même. Elle est restée discrète sur les réseaux sociaux, mais Aquababe a régulièrement rassuré ses abonnés, affirmant qu'elle se trouve à Nice, qu'elle prend le temps en fait de se reconstruire. Après 6 mois de silence, Liam a fait une nouvelle apparition, une vidéo qui a été partagée par Aquababe dans laquelle elle apparaît accompagnée de sa fille lors d'une sortie au Casella Nature Parks de l'île Maurice.
Dans cette vidéo, on la voit marchant main dans la main avec sa fille, assez apaisée et sereine. Récemment, c'est le blogueur Wassim de TV qui a alimenté les spéculations sur un retour de Liam. Selon ses déclarations, elle irait bien et elle pourrait revenir sur les réseaux prochainement. Il dit « Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est très difficile ce qu'elle a vécu, mais elle va bientôt revenir. » On a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles elle pourrait décider de reprendre sa place à la télé et sur les réseaux après un silence. C'est un retour qui laisse penser que Liam a pris le temps de se reconstruire et de se recentrer sur sa famille avant de revenir plus forte que jamais. Le soutien des abonnés de Liam reste indéfectible. Depuis l'annonce de la tragédie, ses fans ont fait preuve d'une grande empathie et solidarité. On a une immense vague de soutien qui a été une source de réconfort pour elle et son retour éventuel serait l'occasion de renouer avec sa communauté. Au moment où je vous parle, tout porte à croire que Liam est encore sur la voie de la guérison, mais elle semble avoir encore un peu besoin de temps avant de revenir. Évidemment, en attendant, sa communauté lui envoie toujours énormément de soutien et moi je vous tiens au courant dès que je sais quelque chose. Simon Ferraud et Adixia seraient réconciliés, on en parle. Depuis la perte tragique de son père, Simon a traversé une période difficile. Il s'est éloigné d'Adixia malgré les efforts pour maintenir leur mariage. Accablé par son deuil et ses problèmes pro, il avait admis qu'il n'était plus capable de donner à sa relation. Cette situation avait laissé Adixia dévastée, mais elle avait fait preuve de patience. Malheureusement, la réalité s'était imposée. Simon a fini par lui dire qu'il n'éprouvait plus les mêmes sentiments. Adixia avait fait une mise au point, elle avait révélé avoir traversé une période de grande souffrance, marquée par une mini-dépression. Après une conversation avec Simon, elle s'est rendue compte qu'elle devait aller de l'avant. Ce qui avait étonné ses abonnés, c'est une séquence où elle échange un baiser avec une autre femme en boîte de nuit, on en avait parlé, et Adixia avait dit « J'ai tout simplement pas de chance en amour ». Ce lundi 7 avril, Simon partage sur ses réseaux des stories qui ont attiré l'attention. Avec la légende bien arrivée, accompagnée d'un drapeau belge, il a annoncé son arrivée en Belgique. Toutefois, pour dissiper toute spéculation, il a précisé les raisons de son déplacement et il a mis fin aux rumeurs de réconciliation. Il a dit « Je suis bien arrivé en Belgique, je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour voir Adi. De toute façon, elle n'est pas là. » Simon a ensuite expliqué qu'il avait des clients en Belgique et qu'il voulait tout simplement travailler pour créer du contenu. Donc le message est clair, son retour n'est pas du tout lié à Adixia, mais simplement au pro. Cependant, même s'il se veut pragmatique dans ses propos, il a laissé transparaître une nostalgie. Il dit « Ça me fait du bien de revenir en Belgique, il fait beau de toute façon, depuis que je suis parti il fait beau, c'était moi le problème en fait. » Même si Simon n'est pas venu pour Adixia, les internautes n'ont pas manqué de remarquer la persistance de certaines rumeurs. La proximité entre les deux pendant leur relation ainsi que les récentes déclarations laissent toujours planer un doute sur un possible retour après une reconstruction. Je pense que les prochains mois pourront être assez révélateurs et nous le verrons nous-mêmes. Avant-dernière actu qui, là aussi, est un petit peu un fait divers, finalement, je vais rester sur mes notes. On a eu une affaire choquante qui a secoué le monde des réseaux sociaux. Je vous parle de Reda Junior, je pense, parce que JR, un influenceur marseillais, qui a été au centre d'une enquête judiciaire pour avoir été mis en examen pour des faits graves, à savoir la tentative de meurtre sur sa compagne et des violences. Le 28 mars 2025, Reda Junior, dont le vrai nom est Reda Berra, a été interpellé et placé en détention provisoire après une agression violente sur sa compagne, qui a nécessité une prise en charge médicale urgente. Il est poursuivi pour tentative de meurtre sur conjoint et pour violence habituelle sur la même personne. Les faits se produisent 2 jours plus tôt, le 26 mars, dans le 15e arrondissement de Marseille. La victime a été prise en charge par les marins-pompiers, elle a été transportée en réanimation et son état a été jugé très grave. Pour vous parler un peu de lui, il a connu une ascension fulgurante sur les réseaux, il s'est fait connaître grâce à des vidéos humoristiques sur TikTok lors du premier confinement. Aujourd'hui, il a 6 millions d'abonnés sur TikTok et 1 million sur Instagram, mais sa chute brutale, c'est suite aux violences conjugales. Ça met en lumière une réalité inquiétante chez certaines personnalités publiques et on voit que les comportements en privé ne sont pas du tout les mêmes que devant la caméra. L'affaire Reda intervient dans un contexte où les violences conjugales continuent de faire ravage en France. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les féminicides et les violences sont beaucoup trop fréquentes. Il est actuellement en détention provisoire et il attend les suites judiciaires de cette affaire. L'affaire est encore en cours et les autorités continuent d'enquêter. C'est une situation qui est tragique, complexe et je vous tiendrai au courant.
Je termine le cœur actu avec Maëva Vienne, ancienne candidate de l'Île de la Tentation saison 10, finaliste des Apprentis Aventuriers, qui a annoncé sa séparation avec Malek. La relation avec Malek a été marquée par de nombreux rebondissements. Le romance a démarré sur le tournage de l'Île de la Tentation, mais en mars 2025, elle annonce la rupture sur les réseaux. Et après, on a appris qu'elle était au casting de la villa. Rupture vraiment? Elle a expliqué qu'après une longue réflexion, Malek et elle ont pris la décision de se séparer. Les deux semblaient se diriger vers un avenir commun et la rupture a surpris tout le monde. Mais la situation c'est encore plus compliqué parce qu'elle a publié une vidéo le 6 avril. On la voit souriante à la plage accompagnée d'une légende qui dit « Un regard, une évidence, le destin ne s'explique pas, il s'unit, le coup de foudre n'arrive qu'une fois ». Ces mots ont lancé de nombreuses questions. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle s'est remise avec Malek. Sauf que Malek de son côté il a supprimé toutes les photos avec Maëva sur son compte. Donc il y en a qui disent que non, la relation elle est bel et bien terminée et que possiblement Maëva elle essaye d'attirer l'attention médiatique pour préserver une part de mystère autour de sa vie amoureuse, surtout que si elle est vraiment dans la villa, peut-être tout simplement que le but est qu'on parle d'elle. Les fans se laissent emporter par l'espoir du retour du couple. Moi, je pense, dans tous les cas, que Maëva reste une figure très suivie sur les réseaux sociaux, qu'elle en joue et qu'elle veut faire en sorte que tout le monde l'observe. Le mystère qui entoure sa vie amoureuse continue de susciter l'intérêt, mais moi, je pense qu'il n'y a aucun retour avec Malek et qu'on aura beaucoup de réponses très prochainement dans la Villa des Cœurs Brisés. D'ailleurs, c'est très drôle de faire l'Île de la Tentation, de trouver quelqu'un, de faire les apprentis avec son ex et ensuite d'aller dans la Villa des Cœurs Brisés. On est sur une boucle infernale. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Avant de passer aux deux gros dossiers, je le rappelle, n'oubliez pas de liker et vous abonner, ce qui aide grandement à faire grandir la chaîne. Commentez aussi en me disant ce que vous avez pensé du cœur actu, des actualités qui ont été dites par moi-même. Et on se retrouve là tout de suite pour les gros dossiers, en espérant qu'ils vous plaisent. C'est parti, jingle. Pour les gros dossiers cette semaine, je commence donc avec The Power, le point. Alors, je vais vous faire un petit point de 3 actualités que j'ai trouvées sur internet. On parle de Manon Tantier, on parle de Lou Pernaut et on parle également de Vivian. Et à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis de ce que je pense de The Power saison 2. Donc, c'est parti. On commence par Manon Tantier qui est actuellement à l'écran pour The Power et qui a récemment partagé avec ses abonnés un aspect assez émouvant et inattendu de son expérience sur le tournage. Elle devait jongler entre sa carrière et sa vie de maman et son fils aîné Thiago, âgé de 6 ans, a joué un rôle assez spectaculaire et précieux dans son aventure. Elle était loin de ses enfants pendant le tournage, elle a fait face à la difficulté de s'absenter et de laisser son mari Julien s'occuper seul des enfants. D'ailleurs, on a pu le voir dans C'est la famille. Heureusement, la production de The Power a permis à Manon de passer 2 appels téléphoniques par jour avec sa famille, un geste qui a donc facilité son quotidien pendant la séparation. Elle dit « La production m'a fait confiance, ça m'a permis de gérer plein de choses à distance pour que Julien ne soit pas trop perdu seul avec les enfants. » Alors, c'est vrai que c'est triste à dire, mais Julien n'est pas du tout habitué à prendre en charge l'intégralité des tâches parentales et donc il a pu bénéficier du soutien de Manon grâce à ces fameux appels. Et Manon dit justement « J'ai essayé de l'aider comme je pouvais pour le soulager, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. » Cependant, ce n'est pas seulement Julien qui recevait de l'aide puisque son fils Thiago s'est aussi impliqué là-dedans. Manon a révélé qu'au-delà de la logistique quotidienne, elle profitait de ses appels pour solliciter les avis de son fils Thiago. Les règles du tournage lui interdisaient de dévoiler des informations sur ce qui se passait, mais Manon, elle a choisi de briser ces interdits et elle a raconté certains détails du jeu à son fils. Et je trouve, par contre, il faut le dire quand même, que c'est dommage que du coup, elle ait eu ce privilège et que d'autres non. Elle dit « Je lui racontais absolument tout, je lui demandais même des conseils sur des choix à faire par exemple, son avis dans des situations, surtout lorsque j'étais power player. » À seulement 6 ans, Thiago a donc joué un rôle de conseiller auprès de sa maman qui l'a aidé à naviguer dans les défis de The Power. Elle dit « J'ai pu lui dire des choses que je ne pourrais pas dire à mes alliés. » Et pour Manon, en fait, ces moments avec Thiago, c'était précieux et ça a forcément contribué à sa force mentale sur le tournage. Mais je trouve quand même que c'est assez triste qu'elle ait pu demander des conseils, même si c'est à Thiago, tu vois, elle a quand même pu demander des conseils à un tel et à un tel sur The Power. Et voilà, je trouve que c'est un peu triste et dommage.
tournage. Donc ça, c'était pour Manon. Maintenant, on passe à Lou Pernaut. Lou Pernaut, fille emblématique du défunt journaliste Jean-Pierre Pernaut, a récemment révélé des phénomènes paranormaux qui se seraient produits non seulement dans sa vie quotidienne, mais aussi sur The Power. Elle était invitée pour Buzz TV du Figaro et elle a partagé des anecdotes surprenantes. Je vous fais un peu de contexte. Jean-Pierre Pernaut a malheureusement disparu le 2 mars 2022 après une longue lutte contre un cancer du poumon et ça reste quand même une figure marquante dans la vie de sa fille et dans la vie de nombreux Français. Lou n'a que 22 ans et elle a révélé que son père, même s'il est absent physiquement, il continue de se manifester d'une manière quasi mystique. C'est des révélations qui viennent après que sa mère Nathalie ait aussi parlé de signes envoyés du ciel par son défunt mari. D'ailleurs, Nathalie, elle en a directement parlé dans The Power et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir tout le monde, notamment Sarah Frézou. Lors de son entretien, Lou Pernaut a confié que son père est tout le temps là, en quelque sorte. Elle dit, dès que j'appelle ma mère, qu'il y a une lampe qui se pète, elle dit que c'est mon père. Elle dit que ce sont des choses qui se produisent régulièrement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu 2-3 petits retours qui disent « Non mais attends, tu peux pas dire que juste parce qu'une lampe se pète, c'est ton père. » Sauf qu'apparemment, ce sont des manifestations qui seraient vraiment régulière. Lou a aussi raconté une expérience assez surprenante lors des funérailles de son père. Avant de l'enterrer, elle a glissé un morceau de papier dans la poche de Jean-Pierre. Sur ce papier, un message privé avec des noms de villes inconnues et quelques jours plus tard, un voyant, en l'absence de toute information préalable, a révélé à Lou et à sa famille mot pour mot ce qu'elle avait écrit. Lou dit quand même, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Ces manifestations n'ont pas cessé. Lou a aussi évoqué des événements surnaturels lors de The Power. Elle a expliqué que pendant le tournage, les lumières du plateau s'éteignaient constamment chaque fois qu'elle parlait de son père. Lou dit « Je sais que la prod, c'est devenu pour eux un running gag à la régie en mode putain, c'est Jean-Pierre, dès qu'il y a un truc, il est dans le jeu aussi. » Et d'ailleurs, c'est vrai que pour l'anecdote, quand Nathalie a parlé de Jean-Pierre Pernaut au tout début de The Power, les lumières se sont éteintes. Ces événements ont renforcé la conviction de Lou que son père est toujours présent d'une manière ou d'une autre, même après sa mort. Loin de se laisser accabler par la douleur de sa perte, Lou semble voir ses expériences comme des signes d'amour éternel et aussi de quelqu'un qui la guide jusqu'ici. Vous me direz ce que vous en pensez, je sais que tout le monde n'est pas forcément connecté aux énergies, au surnaturel, au paranormal, etc. J'ai dit surnaturel? Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, bref. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, nous terminons avec Vivian et Vincent Queijo. Alors, je pense que vous avez vu, si vous regardez, il y a des tensions entre les deux, ça n'a jamais été un secret. On est sur une histoire commune marquée par des confrontations très récurrentes qui met en lumière des caractères qui sont opposés et du coup on sait même pas s'ils ont déjà vraiment été amis. Officiellement dans les jeux ils se disent amis, leur entente semble être toujours mise à l'épreuve lorsqu'ils se retrouvent dans une émission, dernièrement The Cerveau et maintenant The Power. Vivian a avoué avoir fait de la revanche une priorité dans cette saison 2, soulignant que son désir de contrer Vincent qu'il décrit comme hautain et prétentieux l'avait motivé tout au long de son aventure. Vivian a aussi raconté plusieurs épisodes où Vincent a selon lui cherché à l'humilier publiquement, notamment en citant des marques à plusieurs reprises et donc ça a perturbé le tournage. Vivian aurait aussi envisagé de quitter le jeu apparemment tellement le comportement de Vincent le rendait difficile à supporter. Il a dit qu'il a pété un câble auprès de la production à un moment où l'ambiance est devenue insoutenable sur lui. L'intention de Vincent était de rentrer dans sa tête et de le déstabiliser psychologiquement et visiblement Vivian ça l'a beaucoup touché. Alors je suis désolé mais pour moi ça fait que appuyer les rumeurs qui disent que Vincent Queijo sur les tournages il prend quelqu'un en grippe, je dis ça comme ça. Ce genre d'attitude de la part de Vincent ne se limite pas à ça parce que je vous rappelle que Bastos a aussi critiqué l'attitude de Vincent lors de ses apparitions à la télé, notamment avec Vincent Ramonet, donc un deuxième Vincent pour la Villa des Cœurs Brisés 9. Vincent aurait été exclu et rabaissé par Queijo qui aurait adopté un comportement toxique voire de bully envers lui. Mais malgré tout ça, eh bien Vincent Queijo il semble avoir une place assez particulière dans le cœur du public, notamment en raison de sa popularité. Je vous donne mon avis dans un instant, n'oubliez pas. Vincent reste un gros personnage de télé, il attire à la fois les admirateurs et les détracteurs. Quoi qu'il en soit, la guerre médiatique entre Vincent Queijo et Vivian continue de faire parler et je trouve que ça n'avait pas sa place dans The Power. Maintenant, mon petit avis sur la saison 2 et ce que j'ai pu en voir. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Cependant, je suis assez déçu. C'est ce que je vous disais il n'y a pas longtemps. Je vous disais que j'espérais qu'on soit encore une fois uniquement focus sur le jeu. Alors, on l'est, mais on l'est moins. On l'est à 80%, contrairement à 100% pour la saison 1. Donc, je comprends qu'on est sur une télé-réalité, qu'on veut faire parler, qu'on veut voir les petits dramas et les machins et les bidules. Mais on s'en fout des choses qui n'ont pas
à voir avec The Power. Pour moi, je regarde The Power pour voir le jeu. On peut apprendre à découvrir les gens à travers le jeu. Je suis un peu content aussi de la diversité du casting. On va pas se mentir, je suis en train de découvrir pas mal de personnes que je connaissais absolument pas. Le retour de Sarah Frézou, j'apprécie. Mélanie Dedigama, j'aime énormément. Manon Tanti va être une personne redoutable, je pense, dans The Power. Mon petit péché mignon, ce serait de voir partir Vincent Queijo. Au moment du tournage, j'en sais rien, mais normalement, au moment de la sortie de l'émission, on aura une réponse. Ils ont bien monté les épisodes et qu'ils n'ont pas fait comme les apprentis. Mais en vrai, non, j'aime bien pour le moment. Juste, oui, je trouve ça un peu dommage qu'on focus pas uniquement sur le jeu. Mais bon, écoutez, je peux comprendre avec les baisses d'audience de télé, ils ont besoin de faire parler. Surtout qu'on a vraiment quand même de fortes têtes. Sarah Frézou, Manon Tanti, Mélanie Dedigama, Vivian, Vincent Queijo. On a ces très très grosses têtes là qui vont faire en sorte de faire parler le programme. J'aime aussi beaucoup les nouvelles dynamiques, le contre-pouvoir, les petites réunions et tout, le fait qu'on peut observer aussi à travers une caméra ce qui se passe, on voit vraiment qu'on est dans le jeu et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais ça c'était mon avis pour le début de The Power saison 2. Quel est le vôtre? J'ai hâte de l'entendre dans l'espace commentaire. Je termine l'émission avec le deuxième gros dossier qui parle effectivement de Rim Rhénome et de la condamnation. Alors je sais qu'on en a entendu parler en long, en large et en travers, mais je voulais quand même revenir dessus depuis le début et vous donner toutes les dernières infos étant donné que l'avocate de Rim a pris la parole et ça je pense pas en avoir parlé jusqu'ici. Donc vous avez certainement suivi, Rim se trouve au cœur d'une tempête médiatique et judiciaire qui secoue toute son image. Après une série d'accusations, elle a récemment été au début, parce que la condamnation a été levée, condamnée à 1 an de prison ferme, une peine qui marque un gros tournant dans son parcours. Et la situation, elle a pris une nouvelle tournure parce qu'on a eu un mandat d'arrêt à son encontre et donc ça a mis la pression directement à Rim. La condamnation de Rim Rhénome découle d'une série d'agissements illégaux. Selon les informations qui étaient relayées par Skyrest TVR, le tribunal de Versailles l'avait condamné à 12 mois de prison, 25 000 € d'amende pour des pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques se rapportaient à la promotion de soins esthétiques, d'injections et de lunettes, des prestations médicales qu'elle aurait recommandées sans indiquer clairement que c'était une pub et surtout en faisant la promotion d'injectrices totalement illégales. Ce type de manquement a été très grave selon la législation française qui, depuis mai 2023, a renforcé les lois sur la transparence publicitaire. Rim aurait non seulement omis de mentionner qu'il s'agissait d'une pub, mais elle aurait aussi conseillé à ses abonnés de recourir à des injections pour repulper les lèvres effectuées par des professionnels non qualifiés. Extrêmement dangereux en plus d'être illégal. C'est risqué pour la santé et ça a alarmé les autorités sanitaires. Le préfet des Yvelines a confirmé la condamnation le 5 avril et donc Rim se retrouvait sous le coup des sanctions assez sévères. Mais l'affaire, elle s'est pas arrêtée là. On a aussi eu un mandat d'arrêt qui a été émis à l'encontre de Rim qui soulignait donc que si jamais elle mettait un pied en France, elle pourrait être arrêtée automatiquement, un peu comme Poupette l'avait été dernièrement. Ça montrait la fermeté avec laquelle la justice traite cette affaire, bien que beaucoup ne le comprenaient pas. Rim ne se trouve pas en France actuellement, et donc c'est pour ça qu'on a eu une recherche internationale qui aurait pu être déclenchée et qui aurait donc compliqué ces démêlés judiciaires. C'était une perspective d'arrestation imminente qui a fait monter la pression. Et Rim, elle n'a pas voulu faire face directement à tout ça, elle s'était éloignée. Sur les récentes publications qu'on avait, on la voyait à Bali, loin de la France, elle parlait de sa petite retraite, et donc, eh bien, ça a annulé pas mal de spéculations. Le silence suscitait des questions sur sa volonté de vouloir, en fait, passer sous le tapis. À ce moment-là, on se posait une question. Est-ce que Rim va prendre la parole? Est-ce que Rim peut rétablir son image, se défendre adéquatement? Et finalement, elle a pris la parole le lundi 7 avril. Elle a dit, je cite, « Comme beaucoup, j'ai découvert par voie de presse qu'un jugement correctionnel avait été rendu contre moi sans avoir permis d'exercer mes droits de défense. » Elle disait qu'elle était choquée par la tournure des événements, que c'est une décision judiciaire qui est intervenue à la suite d'une procédure dont elle n'avait pas connaissance, soulignant qu'elle n'a pas été tenue informée de l'audience ni des étapes du processus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Elle dit que c'est une situation qui est injuste et qu'elle veut corriger tout ça en se défendant auprès des autorités compétentes.
Elle a également exprimé son état d'esprit du moment. Elle a dit qu'elle traverse une période difficile sur plusieurs fronts et elle veut rassurer les gens. Elle dit « Chaque jour, je trouve en moi la force nécessaire pour avancer ». Après ses premières stories, on a eu des nouvelles quelques heures plus tard. Elle explique qu'elle est sortie d'un rendez-vous avec ses avocats et qu'elle peut confirmer que son jugement a été annulé, tout simplement, et qu'elle va être rejugée. C'est une victoire temporaire qui lui permettrait, selon ses propos, de se défendre convenablement et d'être finalement entendue par la justice. Rim, elle est pleine de détermination. Elle a dit « Je suis soulagée et reconnaissante ». La vérité finit toujours par faire son chemin. Elle semble confiante, prête à se battre pour établir la vérité. Évidemment, il reste à voir si cette déclaration pourra calmer les esprits des internautes, parce qu'on a quand même des spéculations qui pourraient renforcer, selon ce que j'ai vu, le fait qu'elle cherche juste à gagner du temps, mais qu'au final, ça sera le même. Et selon les médias, maître Margot Mathieu, l'avocate de Rim, a été contactée. Elle dit elle n'a pas été informée de la procédure pénale, de l'enquête et de l'audience. Le jugement a été rendu sans qu'elle ait pu exercer ses droits de défense. Ce jugement ne fera l'objet d'aucune exécution. C'est indécent la sévérité avec laquelle ma cliente a été condamnée. Elle va pouvoir expliquer qu'elle n'a absolument pas commis les faits qu'on lui reproche. Sauf que les stories, tu peux les retrouver quoi, si tu fouilles. Et moi, il me semble avoir effectivement vu des stories de Rim qui mettaient en avant des injections et machin et bidule. Après, est-ce que c'était avec des gens non qualifiés? J'en sais rien. Mais même si ça date de 2022-2023, il suffit de chercher sur Internet, on peut vraiment tout retrouver. La nouvelle date d'audience n'a pas encore été fixée, mais je pense que ça pourrait intervenir dans le courant de l'année. Mon avis sur tout ça, c'est que effectivement, je trouve que c'est quand même très sévère comme peine, même si tout ce qui est reproché, c'est dangereux. Je vous rappelle que des actes de médecine, enfin, on touche à la santé, quoi. C'est très dangereux, surtout si c'était en plus partagé par des personnes qui n'ont aucun diplôme ou rien. Après, effectivement, pour le reste, je trouve que c'est très sévère, mais peut-être que c'était un tout. Peut-être que c'est aussi pour servir d'exemple, pour montrer que tu peux ne pas résider en France et finalement quand même t'en prendre plein la tronche judiciairement parlant. Mais c'est vrai que, en fait, on a un côté où on peut se dire enfin, on n'a plus qu'à mettre un post sur son compte, sur fond noir pendant 30 jours, oulala, j'ai merdé, mais avoir de vraies peines. Et de l'autre, je peux aussi entendre les gens qui disent « Mais attendez, pourquoi est-ce que c'est Rim qui prend tout alors que les autres, ils n'ont rien pris ?» Et on attend surtout de voir la suite, parce que là, on parle de Rim. Mais imaginez les jours où on va parler de Greg Yega, les jours où on va parler de celui-ci, de celle-là. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont sortir. Et si les peines commencent à être de plus en plus dures dans ce style, eh bien, permettez-moi de vous dire que je vais avoir beaucoup de travail. En tout cas, au moment où je vous parle de vive voix, on n'a rien de plus. Si évidemment, il se passe des choses en privé, de plus après mon tournage, je vous en parlerai. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker juste en dessous, ce qui aide grandement à faire développer la chaîne. Commentez en me disant ce que vous avez pensé et abonnez-vous également. D'ailleurs, je précise pour les gens qui se demandent, l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est gratuit, parce qu'il y a des gens qui croient que je parle du bouton rejoindre, qui là est un abonnement payant, mais c'est pour soutenir plus. Mais pas du tout, moi je parle de l'abonnement, genre le bouton s'abonner rouge, qui est gratuit. Comme emoji de la semaine, vu que mes cheveux sont bien coiffés, que je trouve qu'on est sur un truc assez rock'n'roll, je vous invite à mettre une guitare dans l'espace commentaire. Et si vous ne trouvez pas l'emoji guitare, écrivez simplement guitare, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je vous retrouve lundi, mercredi, fin de semaine et dimanche pour de nouvelles émissions. Je vous embrasse très fort, passez un très bon week-end ou un très bon début de semaine, suivant quand vous m'écoutez. Bye guys, et à demain pour de nouvelles aventures.